Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans pub. À Racaille, la 220e, avec nos camarades Pichikou dans la régie, mais pas que, comme vous le savez, je ne vais pas me répéter éternellement. Bonjour tout le monde. Et le retour de notre Jean, après un vagabondage dans la douce France, dont on a eu un aperçu ce matin au bistrot. Salut à toutes. Salut à toutes. Oui, ça, évidemment, Jean, un mec, il n'aime pas les mecs. Et ma pomme pour une émission consacrée aux peintres ambulants. Et ça sera la deuxième. Donc, toujours sur Racaille, la radio, l'émission qui rigole. Ça plaît pas à tout le monde, mais on s'en tape un peu. On aime bien rigoler, donc c'est pas de notre faute. Hein. Bon. Pour l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, mais où est-il donc? Eh bien, il est ailleurs, évidemment, comme le sont la plupart du temps ces gens-là. L'artiste et l'engagement politique en toc, là aussi, il est ailleurs. Vous savez, les artistes impliqués dans la lutte politique, comme pouvait l'être, par exemple, Camus. Un exemple, entre autres. Ou alors Pissarro aussi, qui était un vrai anarchiste, on vous en a parlé ici. Et d'autres qui, sans être anarchistes, comme le camarade Corot, était quand même... Je vous expliquerai ça plus tard, était quand même un peu particulier. Bon, l'artiste et la religion, et là, oui, il y a toujours des artistes qui y croient. On peut pas c'est les rêveurs, les artistes, voilà. Puis si ça pouvait améliorer un peu leurs conditions, ça serait pas plus mal. C'est toujours cette prise sur l'ennemi. L'artiste et la science, et là, je vous le répète depuis des mois, nous on n'y croyait plus, mais si, nous a dit notre correspondant finlandais, le célèbre Juju, qui est lui-même une sorte de scientifique, parce qu'il est... il est, comment on dit, Jean, hein? Oui, il a passé une agrègue en informatique, je sais pas quoi. C'est les amandes qui te font tousser. Oui, c'est les amandes qui font tousser. Vas-y doucement sur les amandes. Hein. Oui. Hein Prends plutôt du chèvre bien coulant, là, je pense que pour ta gorge... Et du vin. Bon, Juju, oui, qui est... Alors, qu'est-ce qu'il est, en fait, tu m'avais dit Juju en informatique. Docteur. C'est le mot docteur, mais t'es pas obligé d'y aller. Hein. Tu vois. Non. Et docteur, tu peux dire docteur, Robert, sans être obligé d'aller chez le docteur. Voilà, c'est un jeune docteur, d'ailleurs. Bon, je sais pas tout à fait. J'aime beaucoup les jeunes docteurs, ils sont plus drôles que les vieux, mais enfin, quand même. Pour la santé, c'est pas recommandé. L'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité ici, dans cette émission. Pardonnez-moi, depuis longtemps. Eh ben, l'autorité, on l'emmerde. Et pour un peu mettre de légèreté dans tout ça, une petite citation du camarade Camus. Écoutez bien, c'est toujours des citations qu'il faut écouter avec attention. L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. Oh, c'est beau comme du Prévert. Ouais. Hein c'est du Camus. Voilà. Voilà, moi je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. J'ai pas de papier d'après ce qu'on dit. Je vais me faire expulser vers ce maudit pays. Et j'entends même dire, je vous le jure que c'est vrai, que j'allais mourir si je résistais. Mettront sur le nez un de leurs coussins, voudront m'étouffer mais ils sont pas bien. Oh, pas de risque que je crie, m'auront bien scotché la bouche, et puis les mains, et puis les pieds. J'ai pas de papier, non, j'ai pas de papier. J'ai pas de papier, non, j'ai pas de papier. Tu sais d'où je viens, y a pas que des manchots. Ça frappe du poing même sur les marmots. Si tu gueules, j'ai faim, on te coupe la langue. Et si c'est mort au chien, on te fout la sangle. Je croyais qu'ici les bras ouverts, on m'aurait dit allez viens, respire le grand air. Je croyais qu'ici fini les cauchemars qui me réveillent la nuit. Maman, j'ai peur dans le noir. J'ai pas de papier, non j'ai pas de papier.
J'ai pas de papier, non, j'ai pas de papier. Alors me v'là par terre dans cette église. Oh non, c'est pas l'enfer, mais ça s'éternise. Paraît que dehors, y a des uniformes qui veulent ma mort en bonne et due forme. J'ai pas de papier d'après ce qu'on dit. Je vais me faire expulser vers ce maudit pays. J'ai pas de papier et je sais même pas si je vais me faire tuer ici ou là-bas. Allez, salut maman. Allez, salut Rachid. Allez, salut Tonio. Allez, salut Farid. Nous, on retournera pas dans ce pays, non. Nous, on retournera pas en Algérie, oh non. Nous, on retournera pas au Tchétchénie. Nous, on retournera nulle part ailleurs. Parce que nous, on n'a pas de papier, non. Nous, on n'a pas de papier, non. C'était Gavroche qui interprétait Sans papier. Oui, une chanson qui est un peu plus longue, qui dure 6 ou 7 minutes, mais bon, une émission de radio, c'est pas France Musique, France Culture. Et puis, je pense que le début déjà est assez trash comme ça. Vous pouvez évidemment vous procurer le CD ou écouter sur le net, mais bon, voilà, pour introduire justement un petit texte là sur la soi-disant abrogation du délit de solidarité qui avait été voté sous Sarkozy. Vous vous souvenez qui pouvait valoir de la prison à tous les gus qui offraient l'hospitalité à un sans-papier. Eh bien non, il n'est pas si abrogé que ça le truc, malgré que les lui aient botté le cul, puisque depuis le 1er janvier 2013, si le ministère de la Justice l'a bien viré du code pénal, sur le terrain en revanche, les magistrats contournent facilement l'obstacle. On se demande pourquoi. Quel est l'intérêt des magistrats à contourner l'obstacle, hein? Est-ce que ça les fait chier que des gens aient un peu de compassion pour des sans-papiers? Je vois pas en quoi ça peut déranger leur tranquillité. Ce personnage, Léopold Jacquens, un militant havrais, qui soutient évidemment ces clandestins, en sait quelque chose. À presque 70 balais, vous entendez bien, il comparaissait le mardi 27 août devant le tribunal correctionnel du Havre. Motif. Alors là, c'est là qu'on rentre dans un truc un petit peu bizarre et tragique aussi. Entre 2011 et 2012, il a rédigé de fausses attestations d'hébergement pour une jeune Ivoirienne malade. Non seulement elle est ivoirienne, c'est un grave défaut, mais en plus malade, alors là, c'est encore pire. Voilà. Et à la suite de ça, écoutez, il a été, on peut dire, vraiment emmerdé. Et son avocat fait les sous-titres avec cette petite mise au point sur injonction de l'autorité préfectorale. Il y a le préfet dans le coup, on n'est pas étonné. Les préfets, c'est vraiment des suppôts du ministère de l'Intérieur. Le parquet joue sur l'ambiguïté entre, écoutez bien, domiciliation et hébergement. On en est là. Vous voyez, c'est la vie d'un être humain quand même. Une jeune Ivoirienne, en plus malade. Mais on joue sur les mots. Hein, on n'a que ça à foutre. Dans la préfecture ou dans les tribunaux. En fait, cette jeune femme ne s'est pas installée sous le toit de ce Léopold Jacquens, militant havrais. Non, elle s'est pas installée sous son toit. Elle a juste utilisé son adresse pour pouvoir présenter une demande officielle de titre de séjour sans que son dossier soit immédiatement refusé. Parce que vous savez, pour refouler
les étrangers, les demandeurs d'asile, etc. Il y a plein de combines administratives. Ça, c'en est une, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une adresse, alors comment on peut avoir une adresse quand on est clandestin et qu'on est sans papier? Voilà. Alors c'est pour ça qu'il y a ces hébergeurs sauvages qui risquent la prison pour aider d'autres êtres humains démunis. Mais ça, c'est pas bien. C'est pour le droit français, pour la loi, etc. Pourtant, ça a été abrogé. Hein. Voilà. Et alors leur réponse, c'est aussi à se taper le cul ou la tête. Jusqu'en 2012, nous avons toujours procédé ainsi. Oui, mais les mecs, depuis le 2012, c'est foutu. La loi n'est plus bonne, elle est abrogée. Ah non, ben non. Ils ont toujours fait comme ça, alors pourquoi changer? Et ça ne posait pas de problème à la préfecture. Hein? Ouais, bon. Grince Léopold. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. La justice avraise fait du zèle. Elle en fait toujours du zèle. Mais jamais du zèle au profit des pauvres gens, au profit des malheureux, au profit des délaissés, au profit des miséreux, de ceux qui n'ont plus de toit, plus de famille, plus de maison, plus de patrie, plus rien. Non, c'est jamais pour leur bénéfice à eux. Voilà. Et elle n'a pas hésité à renvoyer Léopold en correctionnel et il pourrait se retrouver 1 an en tôle et avoir 15 000 € d'amende à payer. Mais vous imaginez 1 an de tôle et 15 000 € d'amende à payer, un mec de 70 balais, pour avoir seulement refilé son adresse à une jeune sans papier malade, afin qu'elle puisse bénéficier du droit d'asile. Voilà, simplement pour ça, le mec il risque 1 an de prison ferme et 15 000 € d'amende. Bon, jusqu'à ça, c'est pas à tapis que ça arriverait par exemple. Hein. Voilà. Il s'agit d'intimider ceux qui aident les étrangers en réactivant par un biais détourné le délit de solidarité. Ça, je pense que c'est le maître Marie, l'avocat du camarade Léopold Jacquin. Et c'est notre ministre de l'Intérieur, c'est le petit bas du cul là qui se la pète sec là. C'est Valls qui va être content sur ce coup-là. La justice fait presque aussi bien que la police. Moi, je dirais qu'elle fait même mieux parce que c'est la justice en fin de compte qui finalise toutes ces procédures inhumaines dans un pays où sur le fronton des mairies, je vous rappelle, il y a quand même marqué liberté, égalité, fraternité. Mais pas seulement pour les nantis, pas seulement pour les friqués, pas seulement pour les politiques, mais justement pour les plus humbles. Et ça, on est dans un cas de figure tout à fait remarquable et ce qu'on peut penser, ce qu'on peut dire, enfin tous ensemble, c'est que ceux qui ont besoin de signatures pour un hébergement, qui viennent nous trouver, on leur fera tout de suite. Voilà. Et encore une fois, toute notre sympathie, toute notre amitié, je sais pas comment on peut dire, hein, pour ce militant de 70 ans qui risque 1 an de tôle et 15 000 € d'amende pour avoir simplement donné son adresse à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Bon, le livre de la semaine, en liaison avec l'actualité de la librairie Publico, mon cher Robert, c'est La deuxième droite de Jean-Pierre Garnier et Louis Janover. C'est une réédition, hein, c'est important de le préciser. Le retour au pouvoir du PS, on va appeler ça comme ça, avec François Hollande, hein, donne à cette analyse contemporaine du premier septennat de François Mitterrand, et oui, c'est pas tout jeune, hein, une nouvelle actualité et une double fonction, en fait, c'est celle d'un exercice de mémoire et d'une mise en garde pour l'avenir, si on peut, hein. En requalifiant le Parti socialiste de deuxième droite, mais je crois me rappeler que tu as fait 2 ou 3 papiers là-dessus pendant l'été. Ce livre montre comment, dès le milieu des années 80, hein, les socialistes ont accompli leur destin de parti réformateur, en même temps que le programme de la première droite. Adapter la société française à un nouveau stade du capitalisme. Tu en seras bien d'accord, et tu l'avais précisé. Le bilan de liquidation du socialisme par ceux-là même qui s'en réclamaient, hein, est globalement positif, Robert. Restauration du taux de profit, réhabilitation de l'entreprise, épousailles de la France qui pense et de la France qui gagne, fin du divorce nation-police-armée, t'es d'accord là aussi, hein, neutralisation des syndicats, ah oui, ça marche bien, hein, marginalisation du PC, bon ça, on peut en être différemment atterré, hein, mais bon, vassalisation de l'intelligentsia, consensus autour du nucléaire, là c'est Piquet-Cou qui va dire ah oui, consolidation de la présence française
en Afrique. Oui, la belle France-Afrique, hein, c'est jamais aussi bien porté. Est-ce à dire que tout clivage, toute opposition politique ont disparu dans ce pays? Aucunement, mon cher Robert. La ligne de partage passe désormais entre deux types de conservatisme, l'un obtus, l'autre éclairé, l'un frileux, l'autre fringant, l'un tourné vers le passé, l'autre soi-disant ouvert vers l'avenir. Bref, l'un réactionnaire, l'autre progressiste. Le jeu politique met désormais aux prises deux droites. La première, traditionnelle, cherche à tout garder au risque de tout perdre. La seconde, soi-disant moderniste, fait en sorte que tout bouge pour que rien ne bouge. Change. Voilà, exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. L'éditeur de cette deuxième droite de Jean-Pierre Garnier et Louis Jeannovert, c'est Agone. A-G-O-N-E-S. La sortie du livre, de cette réédition, c'est le 24 avril 2013. C'est pas très ancien, mais surtout, samedi prochain, à 16h30, il y a une rencontre, donc, avec l'un des deux auteurs, Jean-Pierre Garnier, à la librairie Publico. Je rappelle que ce genre de manifestation est toujours gratuit, à la librairie Publico, voilà. Donc 16h30, on redonnera précisément l'adresse tout à l'heure. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Jean. Rencontre débat. Moi, comme je te l'ai dit quand tu as entamé cette rubrique, c'est vachement important parce que ça met la lumière, ça ouvre, sur la librairie Publico qui présente effectivement des auteurs d'œuvres qui concerne évidemment tous les problèmes qu'on se gave en ce moment. Et celui qui vient d'évoquer Jean, n'est pas des moindres, parce que ça conditionne toute la vie de notre société, quoi. Un petit papier pour moi concernant l'amiante. Amiante, si. La Tour Montparnasse, un encart dans le Canard cette semaine. Un article dans le journal Le Monde du 23 août. Comme le souligne le Canard, on croit relire un vieil article de 2006 oublié sur un coin de table. Attention amiante. Le désamiantage commençait en 2006 de l'ensemble immobilier de la tour Maine-Montparnasse, qui comprend donc la tour, le centre commercial et le bâtiment CIT, n'est toujours pas terminé. La pollution n'est pas éradiquée. Quelques 500 employés ont été évacués le 27 juin dernier. Le taux d'amiante dans l'air montre un dépassement important du seuil réglementaire. Un arrêté préfectoral révèle que depuis 2009, il y a eu au moins 72 dépassements du seuil réglementaire du taux d'amiante toléré dans la seule tour Montparnasse, où travaillent 5000 personnes. Le premier arrêté laissait 3 ans pour désamianter. Les propriétaires choisissent de laisser les occupants, ce qui implique des mesures drastiques de protection. 2009, les travaux ne sont pas terminés. L'arrêté proroge le délai de 3 ans. Des émissions de fibres d'amiante en dehors des chantiers sont constatées. L'origine de la contamination serait peut-être les gaines verticales d'aération et de désenfumage. Une fois de plus, ce sont des employés qui s'en prennent plein les poumons quand les propriétaires choisissent de maintenir les activités pour ne pas perdre d'argent. Le désamiantage devrait durer jusqu'en 2016-2017. Des salariés ont saisi la justice pour faire reconnaître un préjudice d'anxiété provoqué par le risque de développer dans les années à venir une maladie liée à l'amiante. L'inspection du travail a transmis en juin un rapport au parquet sur le non-respect de la réglementation sur l'amiante et le préjudice d'anxiété qui porte spécifiquement sur l'angoisse que vivent au jour le jour les travailleurs exposés à l'amiante a été reconnu en mai 2010 par la Cour de cassation. Pour info, le Conseil de prud'homme de Calais avait reconnu mercredi 13 mars le préjudice d'anxiété lié à une possible exposition à l'amiante pour 116 ex-salariés de Courtauld, une ancienne filature située dans le Pas-de-Calais, avec un montant d'indemnité variant entre 2 000 et 8 000 euros. Ouais, on est toujours dans le même trip, quoi. Pour des intérêts d'argent, on se fout pas mal de la vie des salariés. Puis on sait que c'est très difficile après pour faire reconnaître justement les problèmes liés à l'amiante, quoi. Ah oui, on en sait quelque chose. Il y a des trucs qui durent depuis 30 ans, alors qu'on sait que l'amiante est nocive depuis la fin du 19e siècle, quoi. Bon, au début du 20e, je sais plus exactement. Je crois que c'est la fin du 19e. Et puis c'est bien de rappeler que le désamiantage commençait en 2006 de l'ensemble de la tour Maine-Montparnasse, c'est toujours pas terminé, ça. Ils font fort quand même. Hein. Ouais, ils font très fort. Alors si je peux me permettre, je suggérerais qu'on la rase complètement, parce que je dois dire que quand il y a un petit marché d'artistes le dimanche à Montparnasse, et cette tour infernale
plombe vraiment une partie du marché. Ouais. Ouais. Et tu nous laisses le temps d'évacuer les personnes quand même Oui, ou... quand même. Ouais, tu nous rappelais que c'était Pompidou le. Bon, bah, c'était Pompidou. Alors Pompidou, c'est curieux parce que des mecs, c'était quand même un intellectuel. Il a fait la poésie magnifique et tout. Mais ce mec-là, il était pour la voiture à donf. C'est lui qui a squatté les quais de Paris pour faire passer les bagnoles, qui a éradiqué les halles, etc. Un mec complètement enfumé, quoi. Et on en paye le prix maintenant encore. Ceci dit, quand tu viens de Montboudive dans le Cantal, où je suis passé il y a quelque temps, soit t'es pour retour à la nature. Soit c'est pour le rural à Donf, soit c'est pour le urbain. Le urbain à Donf, tu vois, il n'y a pas trop d'autres choix. Pompidou, c'était le 100% voiture. On lui doit le périph', on lui doit toutes les merdes qu'on se gave actuellement, quoi. Ambient blues par le groupe Les Goristes. Oui, c'était aussi pour la mini-tube de Mon mot la science avec Esther Jean Echelebeu, qui était, c'est la traduction de Jean. Faut toujours qu'ils foutent la merde. C'était la mini-tube de Raymond la science, mais Jean, il a trouvé plus rigolo, dit la mini-tube de Luminance. Bon, ça c'est pour les non-initiés, les nouveaux auditeurs. Et il faut qu'ils sachent d'où vient ce titre un petit peu bousculé. Voilà. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours ça, Dieu, ça, mettre ça, plus révolution! Recueil, la 220e, avec Piquet-Coup à la régie. L'autre Jean qui est revenu, et on fête son retour avec un petit blanc. Mon Jean, c'est comment s'est-il? C'est du Romorantin, ça, le cépage. Ouais, Romorantin. C'est un vignoble grand comme, un cépage qui doit être
Grand comme deux fois le Père Lachaise. Voilà, j'aime bien le rapport Père Lachaise, cépage, bon, c'est ça où ça nous conduit. Ah ouais, c'est de la vieille vigne. Enfin, je veux dire qu'on l'a bien en bouche. Hein. Et bien avec un petit fromage de chèvre bien coulant qui a bavé sur ma chemise toute propre. Voilà. Et des amandes. Et des amandes, oui, là, j'en prends une, je vais pas la manger tout de suite parce que ça s'entendra à la radio. Voilà. On va vous parler tout de suite c'est un texte de Jean qui va être lu par notre camarade Pikeikou sur le Père Corot. Et croyez-moi, c'est un très beau texte d'un petit bouquin soi-disant qui parle de Corot, mais enfin il y en a qu'un tiers du bouquin qui en parle et deux autres. Oui, je connais, je sais tes réserves. Ouais, mais j'ai en mêmes. tout cas la partie qui parle de Corot, magnifique. Ah Oui, non, bien sûr. Et Jean, j'ai les mêmes réserves que Robert. Bon. Non, le reste, Tu m'étonnes. Le reste, c'est un professeur, quoi, qui montre qu'il est professeur, qu'il a des lettres, qui fait des digressions de quelqu'un de très cultivé. Mais si tu veux, quand on ouvre ce bouquin, on a envie de Corot, quoi. Et la partie de Corot est magnifique. Je note quand même que Pikeikou, entre mes exaltations et tes réserves, J'ai pas choisi, j'ai ressenti. choisis souvent tes réserves. J'ai ressenti. Non, je crois pas qu'elle soit influençable à ce point-là. Voilà. Enfin, bon. Corot, peindre comme un ogre, donc c'est le titre, et l'auteur c'est Emmanuel Pernoud. Alors pour le grand public, Corot, il apparaît un petit peu, de manière un peu péjorative, comme le peintre raffiné de paysages brumeux et poétiques, tu vois, l'un des plus grands précurseurs de l'impressionnisme. En réalité, c'est un géant affamé de peinture, Corot, mais je suis sûr que tu nous le diras bien tout à l'heure, qui jamais ne put s'en rassasier, au point de nous laisser près de 3000 tableaux, Robert. Oui, ça, Il t'en reste quoi, 225 à faire, un truc comme ça, non? C'était aussi un mange de terre, un bouffeur de chemin, au sens propre du terme, qui passait plus de 6 mois de l'année, tu vois, avec tes petits dimanches à la Marofée, plus de 6 mois de l'année sur les routes pour nourrir sa peinture de réalité crue. Mais écoutons plutôt la très réservée Pikeikou. Dans les années 20 et 30, on fait de Corot, mort depuis un demi-siècle, le héros du retour à l'ordre contre les errements de l'avant-garde. Mort peintre, il renaît garde-frontière. Avec ses eaux plates, l'étang de Corot devient une certaine idée de la modération française au milieu des excès. On est attendri devant cet effort pour rendre beau ce qui ne l'est pour personne, pour prouver l'immense beauté de lieux parfaitement ordinaires. On sourit de cette peinture des cul-de-sac, des lieux sans âme, des murs aveugles, des troncs décharnés, des routes qui vont se coincer entre deux murs après un virage foireux. Une route qui monte et qui va se coincer entre deux murs, une vieille femme qui la gravit, les arbres sont morts. Des paysans qui quittent leur village avec un cochon, le clocher déjà loin. Un cul-de-sac, une plage déserte, un bateau échoué, un mur fiché en plein sable. Le sable se divise pour déjouer son obstruction et s'écouler à perte de vue. Un autre cul-de-sac, d'autres pertes de vue. Deux paysages comme des tremblements de terre. La route bondit par-dessus les crevasses. Un aqueduc, vu de tout en bas, il nous fait devenir nains avec ses pattes de géant. Une pente, c'est elle seule qu'on regarde dans le tableau, pas le gentil village auquel elle aboutit. Des gens blancs comme des morts, des femmes en costume de fête, au regard triste, comme si elles avaient raté le bal. Elles ont oublié pourquoi elles sont venues en Bayadère. Une minuscule fenêtre percée dans un mur, elle obsède le tableau. Des toits qui foncent comme une autoroute et qui vont s'écraser contre un palais de marbre. Les paysages de Corot sont des cailloux. Ils en ont le gris et l'arrondi, l'enfantine simplicité, le gris veiné de blanc, d'ocre et de bleuté. Ils sont toujours trouvés en route. La route du peintre qui devient la nôtre quand nous les regardons. Route qui divague, route qui se perd, qui s'enroule dans le paysage et qui s'y tapit. Corot peint à côté. Même à Rome, quand il peint les monuments, il regarde de biais. Exactement comme font les enfants qu'on y traîne et qui, pendant qu'on leur tient de grands discours instructifs, ne quittent pas des yeux la bétonneuse en marche, l'handicapé qui fait la manche dans un fauteuil motorisé, le caniveau où se déroule le drame d'une mouche en train de se noyer. Le côté caniveau fait la vérité de ces fleuves peints par Corot. Il fait de la peinture portative. Il part avec une boîte à peinture. On devrait plutôt dire une petite valise, une mallette de voyageur et du matériel léger, papier, toile de petit format. Peinture à transporter.
On va sur place, on sort le papier ou la toile de la boîte, on met le paysage dessus, on remet le tout dans la boîte et on repart. Ce qui donne des paysages au format de la boîte, 30 sur 50 cm maximum. C'est le côté VRP de Corot. Il court les routes pour placer son regard, faire affaire avec les paysages. Dans les carnets de Corot, on trouve des listes qui ressemblent aux courses à faire et qui le sont d'une certaine manière, puisque Corot part en vadrouille pour faire son marché de paysages. 1857 par exemple. Domfront, Saint-Lô, Brest, Mantes. Mai, Ville d'Avray. Juin, Genève. Juillet, Auvergne. Août, Dunkerque. Septembre. Oui, je ne sais pas d'ailleurs si on a pensé à dire que le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'était peintre ambulant, deuxième volet. Si, mon Jean, je l'ai Si, dit. tu l'as dit. Bon. J'aime bien de temps en temps remettre en cause tes compétences, ou faire semblant de les remettre en cause, bien sûr. Mais de le semblant de mes compétences. Voilà. Corot, peindre comme un ogre est publié par les éditions Hermann. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, fille du calvaire, ou République. 2 mois sans le faire et c'est comme si... Ah non, je l'ai fait. Mais tu l'as fait tout seul, mais je c'est le vrai fais que parce je disais, j'ai entendu. Et les métros Robert, et puis je répondais, Robert répondait. C'est vrai que tu as continué à t'entraîner. C'est un petit peu sournois, mais bon, on acceptera. Voilà, le téléphone de Publico, c'est 01 48 05 34 08 et le site internet après les W, librairie-publico.com. Non, ça, je veux dire que Corot, c'est vraiment... Il faut vraiment le redécouvrir, parce qu'il a une image, évidemment, de peintre de chromo, un peu comme Millet, etc., de type gentil qui faisait les petits paysages concons, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Mais cet extrait est vraiment très bien. Justement, je trouve que c'est ça qui est peut-être dommage dans le livre, c'est que on a envie, quand on lit ce début de livre, de partir là-dedans, et on est freiné à plusieurs reprises. Ça digresse pas mal, notamment il fait des liaisons avec les personnages de Kerouac et tout, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Chardin, il y a aussi tous ces gens-là. Il parle de Fromentin, il parle de Théophile Gautier. Ouais. Et bon, c'est intéressant, mais je veux dire, on a tellement en attente, après avoir lu cette partie sur Corot, de la suite, quoi, tu vois, c'est ça qui frustre surtout les gens.
C'était Bernard Lavilliers qui interprétait Voyageur. Sur Radio Libertaire. Oui, c'est la voix de la Fédération anarchiste. Hein. Vous avez de la chance de l'écouter. Sans Dieu, sans maître, sans but, sur 89.4, bande FM. Enfin, si vous écoutez la radio, en tout cas, vous savez, mais si vous êtes sur le net, pour le cas où votre ordinateur tombe en panne, ce qui arrive quelquefois quand même, vous savez, vous pouvez toujours nous récupérer sur la bande FM. Araka, il est à 220e avec notre Jean qui est rentré de vacances avec un petit canuchet de blanc. Il vous en a parlé, c'est quel coup déjà Du Romorantin. Vous risquez pas d'en trouver dans le petit commerce. Hein. C'est du Courcheverny. Le Courcheverny, voilà. Voilà, c'est pas du Cabernet, tout ça. Non, du Sauvignon, non. Du Romorantin. Du Romorantin. Ça ressemble un petit peu au chenin, tu sais, ce petit chenin qui sent la noisette dont nous avons fait un peu l'étendard aviné de cette émission. Hein. Et là, c'est du Romorantin. C'est encore plus petit. Ah oui, mais beaucoup plus fruité que le chenin qui sent la noisette. Bon, on parler tout de suite dans cette émission qui rigole, je vous le répète, parce que ça m'est resté un peu en travers les gens qui nous reprochent des joyeux convoyeurs. Apparemment, hein. Ah oui, ça c'est. Et moi, quand j'ai quelque chose qui me squatte la tronche, hein, ils en ont pour un moment à l'entendre. Bon, pour parler. Non, d'ici 3-4 ans, quand même, ça devrait être un petit peu, ça devrait s'être atténué un petit peu. À condition qu'ils n'en mettent pas une couche. Voilà, pour vous causer évidemment du camarade Corot. Enfin, Jean en a tout dit, on en a parlé assez souvent, mais bon, je vais essayer de rajouter quelques petites choses là-dessus, comme cette anecdote, par exemple. Corot peignait un paysage qu'il avait devant lui, évidemment, mais pas exactement. Il y a un promeneur qui s'approche de lui, qui dit, mais dites donc, ah oui, le ciel, c'est ça, machin, c'est ça, mais je vois pas les temps là devant. Ah ben, Corot dit non, il est derrière. Tout ça pour vous dire que Corot, c'est un peu trop beau, mais bon. Ouais. Non, mais Corot, il avait le don de. En fait, le paysage c'était un prétexte pour lui. L'exactitude, il s'en foutait un peu. Ce qui comptait, c'est d'avoir un prétexte. Et s'il avait envie d'ajouter un arbre, de mettre la composition complètement de traviole et tout ça, il avait cette liberté incroyable de bousculer les conventions. Par exemple, avec cette peinture que j'ai sous les yeux de la cathédrale de Chartres, on dit que c'est de cette période de Corot que c'est son chef-d'œuvre. Moi, je trouve pas, mais enfin bon. Parce que une espèce de période italienne, un peu, on va dire un peu. Parce qu'avec ses couleurs, etc., ça fait un peu tristounet. Enfin bon. Bah alors le truc, moi je pense révolutionnaire, où il fait preuve vraiment d'un esprit libertaire, je crois. Même probablement malgré lui. Quoi qu'il ait eu comme élève Pissarro, bon, ils se sont fâchés, paraît-il, mais il a quand même eu comme élève, ainsi que Berthe Morisot. Et dans cette cathédrale de Chartres, vous savez, c'est quand même un monument qui avait plus de 10 siècles quand il l'a peint. C'est assez prestigieux quand vous voyez la cathédrale de Chartres. Comme je parle pas question de religion, voilà, non, mais architecturalement, c'est magnifique. Et alors, Corot, lui, non, son premier plan, c'est pour la cathédrale de Chartres. C'est un tas une espèce de monticule de déblais, je pense, de terre, avec quelques parpaings devant, et voilà, et la cathédrale de Chartres, elle est avant le ciel, elle est au dernier plan, pratiquement. Mais en même temps, alors c'est complètement abracadabrantesque, comme aurait dit un grand dépendeur d'andouille qui s'est cru le monarque en France pendant trop d'années, mais paradoxalement, ça met en valeur la cathédrale. Je trouve qu'on la regarde mieux que si elle avait été en premier plan, comme quand on connaît les cathédrales de Chartres de Monet et compagnie, c'est toujours en premier plan et on voit que la cathédrale, quoi. Là, non. Elle est vraiment en troisième plan, quatrième, parce que premier plan, c'est un petit bonhomme assis sur un fût de colonne. On pense que c'est un fût de colonne ou une souche d'armes, mais moi je pense plutôt que c'est un fût de colonne. En second plan, il y a une femme, on ne sait pas si c'est une jeune fille ou une jeune fille, qui est assise, qui est adossée à un tas de pierres. En troisième plan, il y a cette butte, voilà. Quatrième plan, il y a une charrette avec des personnages qui se baladent. Cinquième plan, il y a des maisons. Et la cathédrale arrive quand même au sixième plan. Derrière, il y a le ciel, il y a peut-être un autre plan de paysage derrière la cathédrale. Même pas, non, elle est vraiment juste avant le fond du ciel. Et ça, c'est complètement... je veux pas employer à tort et à travers le mot révolutionnaire en peinture, mais si quand même, parce que
on est encore dans une période assez classique. Je veux dire, c'est pas de l'art contemporain. Et voilà. Et tout son travail à Corot a été voilà, ça c'est une image forte, mais c'est un peu tout son travail. Ah, complètement, parce que même si sa palette a évolué, ça n'a jamais bougé chez lui. Ce qu'il donne à voir n'est jamais ce qui est au centre du tableau. Voilà. Et on finit toujours quand même par accéder à ce centre. Mais on y est passé par les chemins qu'il a voulu, et c'est génial. Ouais, c'est ça qui est. Il y en avait d'autres ce matin là que tu montrais dans ton livre là sur, je crois, la cathédrale de Rouen ou vers Arras, où en fait le titre du tableau effectivement désigne la cathédrale qui est vraiment au loin. Oui, qui peut être minuscule des fois. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est un espèce de. Pour moi, en tout cas, quand la définition de affamé de peinture ou un ogre de la peinture, ou toutes ces formules-là, oui, elles sont illustrées par des choses, des compositions comme ça qui sont vraiment. On n'imagine pas, même maintenant, des artistes capables de bouleverser les codes comme ça. Quoi. On est surtout en ce moment, on est dans l'institutionnel. Alors là, ça paraît comme ça révolutionnaire, mais pas du tout. C'est très codé, tout ça. Puisque lui, Corot, tout seul, il est capable de faire passer des idées, de bouleverser les académismes. Voilà, un grand géant. En plus, c'était pas un petit bonhomme ventripotent. C'était un géant, quoi, qui bouffait probablement comme un ogre, évidemment, mais pas que la peinture, mais aussi la vie. Voilà, Alors, j'ai beaucoup aimé dans le texte que tu as tiré dans l'extrait que tu as tiré du petit bouquin dont tu as parlé, de dire que c'était un voyageur de commerce de la peinture et qu'il avait un matériel, mais vraiment une petite valise, tout ça. Sur lui, le minimum, mais pour faire des choses. C'est vrai, des petits formats, maintenant on est dans les trucs gigantesques avec des Robert Roll, avec des gens comme ça, mais là, c'est des petits bijoux avec son petit attirail de peintre, il va se balader dans la nature et il s'arrête un peu n'importe où, il choisit pas forcément, il choisit le lieu où il va aller, mais après c'est à l'aventure, quoi, il va pas, c'est le paysage, c'est ce qu'il rencontre, et surtout, ce qu'il en fait, parce que c'est pas un copiste de paysage, il va pas scrupuleusement suivre ce qu'il voit. Déjà, il décale les compositions et en plus, il invente des choses si ça l'arrange. Il va rajouter un truc ici, un truc là. Voilà, et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, surtout quand on se replace dans l'époque où il a vécu, où il a travaillé. Voilà, et c'est vraiment. À Orsay, vous avez quelques Corot, malheureusement, je sais pas s'ils sont tous visibles, parce que ils sont toujours en travaux dans ce musée. Non, mais sérieusement. C'est pénible. Ah, c'est pénible. On a ses petites habitudes. Et puis d'un seul coup, on a où ils sont. Et même les gardiens savent pas trop ce qui se passe, quoi. Alors donc, c'est un peu embêtant. Mais toute la France est comme ça, hein. Ah oui? Oui, c'est la crise, mais il n'y a pas une ville qui soit pas en travaux partout, le centre-ville. Les centres-villes sont retournés. Tu te rappelles du chantier des Halles, c'est un peu comme ça partout. Tu passes dans des villes, tu dis là au moins on va être tranquille, en plein centre de la France et tout. Non, tout est sans dessus dessous. Même Châteauroux. Non, c'est la seule ville de France. C'est la seule ville. Et là, du coup, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu éteint. Mais bon, excuse-moi. Revenons à Corot. Corot, c'est très actuel de toute façon. C'est quelqu'un. Parce que comme tu dis. Les choses s'arrêtent sur un mur, il y a des impasses, il y a des tas de cailloux, voilà, on pourrait dire aussi que Chartres, à cette époque-là, c'était en chantier, quoi. C'est pas nouveau. Et lui, il a su traduire ça. C'est ça que je trouvais extraordinaire. Et puis en plus, certains l'ont comparé à Vermeer. Mais bon, je vois pas vraiment où on peut le comparer à Vermeer. Peut-être dans la tranquillité de ses compositions avec ses personnages qui sont. Moi, j'adore ces personnages. C'est pas Ingres non plus. Hein. Faut pas rêver ou faire des cauchemars suivant si on aime ou déteste Ingres. Mais lui, il fait des portraits d'une. Voilà, c'est un peu rigide. C'est un peu. Il y a un espèce de style Corot. Que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'il a des femmes très très même des. Lui, contrairement à des gens comme Millet, aux naturalistes, il payait pas sur le vif ces portraits de paysannes. Il faisait poser. C'était leurs mains, elles sont. Ça se voit un tout petit peu quand même. Je trouve qu'il n'y a pas l'espèce de liberté qu'il y a dans ces paysages.
sans doute, peut-être, il avait différemment le trac devant des êtres humains que devant des paysages. Je trouve que ça se sent un petit peu, quand même. Et en plus, ces portraits, ces personnages restés dans son atelier. C'est pas des choses qu'il montrait. Il avait une espèce. Alors pourquoi ça, c'est peut-être un mystère, mais il montrait pas vraiment son travail. On le connaissait surtout comme paysagiste, mais pas vraiment comme portraitiste, comme peintre de personnages, quoi. Voilà. Et pourquoi ça, c'est aussi un mystère, peut-être parce que il n'était pas très très sûr de son travail. C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui devait être assez lucide sur ce qu'il faisait. On peut le penser en tout cas. Mais en tout cas, moi je crois que j'ai quand même une certaine tendresse pour son travail de portraitiste, parce qu'il y a quelque chose de. Mais c'est très subtil, ça se voit pas comme ça d'emblée. D'emblée, on trouve ça même peut-être un peu terne. Mais quand on s'attarde vraiment, alors là, c'est que des repros, hein, parce que je sais pas si à Orsay ah si à Orsay il y en a, oui. Ouais, c'est un peu plus vivant dans mon souvenir à Orsay. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu terne, mais je pense que c'est quand même une personnalité. Enfin, il a quand même un style. Qui, quand on essaye de bien s'en imprégner, il a un style quand même dans son portrait. C'est pas ingre dans le dessin aussi. Beaucoup lui reprochaient de faire un dessin un peu gauche, un peu, d'être mauvais, quoi, en quelque sorte. Moi, je trouve pas qu'il soit si mauvais que ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu justes, mais il y a quand même aussi des envolées. On retrouve presque des crobards de Rembrandt, tellement c'est jeté vite fait, etc., etc. Non, c'est sérieux, hein. Ah ouais. Ouais, c'est étonnant. Voilà, c'était pour le Père Corot, j'ai fait comme j'ai pu, parce qu'on en a tellement parlé que bon, c'est difficile d'être un peu original. Une autre petite anecdote qui a quand même son importance, surtout par rapport au thème de notre émission, c'est que très tôt, il a prévenu ses parents qu'il ne fonderait pas de foyer. Ah, ça j'ignore. Justement, rapport à la nécessité qu'il a ressentie très tôt de tailler la route avec sa petite mallette de peinture. Et c'est génial. Il a prévenu ses parents qu'il n'y avait pas de mariage possible en vue, et donc pas de petits enfants de ce côté-là. Voilà. Ouais. Non, mais c'est dans ce sens-là, il colle au thème de l'émission. C'est un vrai peintre ambulant qui a sans cesse bougé avec justement son petit attirail de peintre sur le motif, comme on disait à cette époque-là. Et ça, c'est très très étonnant parce que c'est un des premiers qui est sorti de son atelier et qui a travaillé sur le motif. Et des gens comme Cézanne, des gens aussi importants que Cézanne, justement, ces personnages ont beaucoup influencé Cézanne. D'ailleurs, ça se voit dans les joueurs de cartes. Là, il y a une espèce de rigidité, ça qu'on retrouve un peu dans les portraits de Corot. Voilà. Et bien, c'était bien avant les impressionnistes. Ouais, et c'était pas la journée pique-nique non. À la Grenouillère avec le panier, la boutanche qu'on met dans le truc. C'était 6 mois de l'année. 6 mois de l'année. 6 mois de l'année sur les routes. Dont l'hôtel Chevillon à Grès, c'est lui qui l'a inauguré. Il y était le premier en 1860. Les autres sont venus après. Voilà, il a été le premier pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, tout à fait.
Voilà, c'était Les Manches de terre, interprétés par Marc Robin et les chœurs de Radio Libertaire que vous n'avez pas pu entendre. Mais vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et sans publicité aussi. À Racaille, avec notre camarade Piquet-Cou à la régie, il attend d'autres choses. Et l'autre Jean qui est revenu, mais c'est un galuron ce matin, on s'est allumé un petit peu avec... il nous a ramené de ses pérégrinations un petit blanc de derrière les fagots. Voilà, on le boit à votre santé, on pense très fort à vous. Pour tout de suite, que notre camarade qui se met au... Ah bah c'est notre camarade Jean qui va vous parler de Charles Cottet. Alors attention. Premier. Si vous allez sur Charles Cottet premier, Charles Cottet le vieux. Charles Cottet le vieux. Je sais pas où t'es allé me chercher. En Suisse, je crois. Hein. Je sais pas. Un peintre, je vais pas dire contemporain, même s'il vit toujours. Un nanar de concours. Ouais. Cottet CO2TET, hein, pour ceux qui veulent trouver Charles Cottet le vieux ou Charles Cottet le jeune. Ouais. Je vous conseille le vieux. Hein. Charles Cottet, c'est 1863-1925, Robert. Ouais. Le premier tableau que j'ai vu de lui, en fait, dans mon adolescence, ça devait être au Louvre. Ouais. Tu sais, mais je ne sais plus exactement, j'étais encore... Je sais pas comment tu peux faire. Très très jeune. Hein. Moi, dans mon adolescence, les peintures dont je me souviens, c'est quelques petites miniatures italiennes, évidemment, tous les poncifs, Mona Lisa, Rubens, le radeau de la Méduse et tout. Toi, chez Charles Cottet. Bah, si tu veux, celui-là, en tout cas, il m'a frappé parce que je l'ai senti, en fait, très proche du rapport que ma propre mère, tu vois, et sa famille bretonne, semblait et semble toujours d'ailleurs entretenir avec l'océan. D'accord. Mais je vais essayer d'en dire un peu plus. Cette grande peinture, hein, dont je crois me rappeler qu'elle fait près de 3 mètres sur 4, hein, s'intitule Les victimes de la mer, parfois aussi la douleur, tu vois, et j'ai même vu dans certains bouquins qu'elle était référencée sous les 2 noms, hein, les victimes de la mer, la douleur. Enfin bon. Elle fait partie en fait de toute une série de toiles consacrées à la vie dramatique des marins de l'Atlantique et de la Manche. Hein. Cette série elle-même intitulée communément Au pays de la mer. Aujourd'hui visible au musée d'Orsay. Je ne comprends pas que cette toile ne t'ait pas frappée à ton tour. Non, mais la prochaine fois que j'y vais, je vais y aller. Mais direct, voilà, c'est la différence entre l'adolescence et, disons, un âge plus avancé. Oui, bon, la sensibilité, on prend un coup. Non, pas chez lui, je vous rassure. Bon, bref. Donc aujourd'hui visible au musée d'Orsay, la toile Les victimes de la mer représente le retour du corps d'un marin noyé sur le port de l'île de Sein, hein, dans une mise en scène, on va dire, volontairement proche des représentations gothiques de la dépose du corps du Christ, tu sais, après sa descente de croix, hein, avec ces femmes vêtues de sombre qui hurlent leur douleur avec ostentation, les pleureuses. On va dire ça comme ça, les pleureuses, voilà, qu'on trouve dans un certain nombre de pays proches des mers. Hein. Le peintre... avec ostentation, tandis que le peuple à l'arrière-plan, ce peuple cher à ton cœur, Robert, semble plus résigné, tu vois. La mer nous rapporte de quoi vivre, hein, ça on peut pas le nier, c'est bien pour ça qu'on est là, hein, mais il faut lui payer un lourd tribut humain. Voilà. Contrairement à ce qu'on croit, l'amour de la mer n'est pas partagé par les marins. Ah non, ça, voilà, exactement. D'ailleurs, quand tu vois les maisons anciennes sur les ports et tout, elles sont souvent, il y a presque pas de fenêtres. C'est depuis qu'on les a mises avec des baies vitrées et tout, mais à l'époque, les maisons étaient tournées vers le village, en fait, vers le cœur, c'est-à-dire qu'on tournait le dos à la mer. Hein. Ça, c'est très très important, hein, pour qui veut comprendre notamment le peuple breton. Voilà, cette proximité avec leurs propres sentiments, hein, fille de son vivant de Charles Cottet, pour les Bretons eux-mêmes, le peintre breton par excellence. Hein. Auvergnat d'origine, hein, il était né au Puy-en-Velay. Si mes souvenirs sont bons, il fut pourtant admis sans réserve, il est mort à Paris, hein. Il fut pourtant admis sans réserve par la population, hein, autorisé à accompagner les marins pêcheurs sur leurs bateaux, ou au bistrot, mais également à assister aux processions, hein, aux enterrements et même aux veillées funéraires dans l'intimité des familles. Hein. Ça, c'était extraordinairement rare. Hein. Né au Puy-en-Velay en 1863, voilà
le truc. Et après des études de peinture à l'Académie Julian, que j'ai fréquenté 1 mois et demi dans ma vie. Moi, à peu près autant. Il fait son premier voyage en Bretagne à l'âge de 23 ans. Il ne cessera ensuite d'y retourner pratiquement chaque année jusqu'à sa mort. Séjournant essentiellement à Ouessant ou à Camaret. Non, Robert, t'es pas obligé de me chanter la chanson du... Qui laisse toute ta vierge. Bon. Et voilà, il le fait quand même. Je savais qu'il pourrait pas ne pas céder à cette petite provocation, mais enfin bon. Mais il obtint aussi pour ses 30 ans une bourse de voyage qui lui permit de partir peindre l'Italie et l'Égypte. Plus tard, il est aussi allé en Algérie, enfin de tout un tas d'autres endroits. C'était lui aussi un ambulant de la peinture. Curieusement, contrairement aux couleurs chatoyantes que les jeunes peintres ramenaient, il était de bon goût qui ramènent des couleurs, tu sais, qui d'un coup réveillaient leur palette, comme ça, de leur voyage en Orient. Cotet, lui, il a semblé y trouver l'occasion de renforcer le pessimisme de sa propre palette, assez proche de l'enterrement à Ornay du père Courbet, ou des mangeux de pommes de terre de Van Gogh, si tu vois ce que je veux dire au niveau de la... Dans les mangeux de pommes de terre, c'est un peu difficile, comme les pommes de terre, à avaler. Eh ben, chez Charles Cotet, il y a quand même un peu des couleurs comme ça, quoi, tu vois. Mais c'est un peu celle aussi de l'enterrement à Ornay. Oui, bien sûr. Bon. Il rejoignit d'ailleurs peu après son retour un groupe de jeunes artistes désireux de rejeter les couleurs claires des impressionnistes, un groupe qui fut d'ailleurs surnommé la bande noire par les critiques d'art. Tu vois, ça dit bien ce que ça veut dire. Au nombre de 5, en fait, ces artistes se réclamaient de Courbet, et oui, encore lui, mon cher Robert, ainsi que de la tradition classique, et utilisaient des couleurs sombres pour exprimer la mélancolie, la rigueur et le réalisme de la vie quotidienne. L'un des 5, Lucien Simon, se passionnera d'ailleurs aussi pour la Bretagne, au point d'être baptisé le peintre du pays bigoudin. Mais bon, ceci est une autre histoire que je vous conterai une autre fois, Robert. Tu auras droit à Lucien Simon. Prépare-toi, il doit y en avoir en Suisse, en Belgique, dans tous les pays francophones. Enfin, tu risques de tomber sur le mauvais. Gaffe, Non, mais ce qui me laisse bouche bée, c'est ton espèce de... Je sais pas où t'as une espèce de puissant fond de connaissances picturales. Non, mais je m'étonne quand même que pour un mec, je vais en dire plus loin, qui visite autant, qui fréquente autant le musée d'Orsay que tu le fais, puisque tu y es pratiquement, je vais dire une fois par semaine, non? Non, moi j'y vais, mais je marche au radar. Corot, Billet, Courbet. Je me barre. Et donc tu restes 2 heures? Ah, 2 heures, non. Une demi-heure, max 3/4 d'heure dans les jours fastes, mais pas plus. Voilà, au passage, notez que tous ces artistes, là, je dis ça surtout pour Robert, mais aussi un peu pour Piquet-Gou, et puis un petit peu pour vous aussi, que tous ces artistes pratiquement inconnus du grand public, Robert vient de vous en donner une idée, sont visibles au musée d'Orsay, et le voilà. Enfin, dans des salles que personne ne va voir. Parce que mais je ne saurais trop conseiller aux ambulants que vous êtes forcément, vous aussi, de pousser un jour jusqu'en Bretagne, rien que pour visiter le musée des Beaux-Arts de Quimper. Robert. Il y a un musée des Beaux-Arts. Il y a un musée des Beaux-Arts à Quimper, absolument. Voilà. L'un de ces merveilleux petits musées de province, où il fait souvent frais, Robert. Tu sais, c'est rarement ouvert, en fait, vu le nombre de visiteurs. Où l'on est souvent seul, il faut dire aussi les choses c'est ça qui est bien. Comme elles sont, et où l'on peut toujours se rassasier. Toujours. En majuscule, se rassasier de magnifiques peintures. Voilà. Traversant au pied du nord au sud et de l'est à l'ouest cette Bretagne qu'il aimait tant, Charles Cotet s'est attaché toute sa vie à peindre la saga héroïque du peuple de ces gens de mer, en partageant leur joie et leur souffrance, au point d'être considéré comme un des leurs. Mais là, je pense que tout le monde a compris. Voilà. Le hiératisme bretonnant, et je dis ça parce que j'ai une bonne partie bretonne, si singulier de ces personnages, fait qu'il passe aujourd'hui en Bretagne, toujours actuellement, pour une sorte de peintre d'icône traditionnelle. C'est de ça que je le rapprocherai le plus. Alors, je mettrai quelques liens sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.fr maintenant. Je crois que le .com a été remplacé par un .fr. D'accord. Mais vous avez aussi le musée des Beaux-Arts de Quimper qui est visible à l'adresse après les mbaq.fr, musée des Beaux-Arts de Quimper, mbaq.fr. Vous y verrez, parce que je crois que la plupart
plupart des tableaux, on va dire, du 19e siècle sont référencés sur ce site. Les petites reproductions, il faut absolument aller voir ça de près. Hein. Il y a notamment un paysage de Bretagne signé Corot, qui est pas piqué des hannetons. Et pour moi, une très très belle aussi peinture de cette époque qui est signée d'un certain Léon Germain Pelouse. 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 Ouais. Pelouse, et qui est je sais plus le nom du tableau, mais c'est un espèce de sous-bois à Pont-Aven. C'est de la très très belle peinture. D'accord. Pelouse, j'avais dit que je le prendrais la prochaine fois qu'on ferait les peintres oubliés. Ah ben voilà. Super, tu nous feras un truc sur Pelouse. Il y a au moins une toile à voir sur le blog ou le site plus exactement du Musée des Beaux-Arts de Quimper. C'est quelque chose, le Musée des Beaux-Arts de Quimper. Mais c'est un petit peu loin. Oui, enfin bon, si ça vaut le coup des fois de se péter le cul sur une banquette de bagnole pour y aller. Hein, parce que c'est vrai que les musées de province, c'est quand même, ça réserve des belles surprises. Si vous décidez d'y aller, Robert sait où s'arrêter sur la route, Oui. en Normandie. Petite auberge. Une petite auberge dont il... La Bérodin. Il y a les andouillettes qui sont pas dégueulasses.
Coup de vent sur Ouessant, interprété par Jean-Pierre Lebossé. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, à Racaille, Piquécou, Jean et moi. Piquécou, tout de suite, va s'y coller pour vous parler du camarade Camille Pissarro, qui était, lui, pour le coup, un vrai anard. C'est pas une supposition, c'est vrai. Voilà, sa vie, son œuvre. Voilà, donc Camille Pissarro, donc un peintre ambulant, certes, mais un peintre anarchiste, préoccupé dès son adolescence par les plus humbles. Avant d'être peintre, Camille Pissarro, donc pour mémoire, né en 1830, mort en 1903, déjà sur les routes ou sur les mers. Il naît à Saint-Thomas dans les Antilles danoises, d'un père juif français d'origine portugaise, commerçant aisé. Il suit sa scolarité dans les environs de Paris et il prend goût au dessin et à l'aquarelle. Son père le rappelle dans les Antilles pour le former au négoce, mais sa rencontre avec un peintre danois le décide à s'enfuir au Venezuela, où il reste 2 années dans l'attente que son père cède à sa volonté de devenir peintre. Il revient à Paris se perfectionner. À l'Académie suisse, à Paris, il rencontre Monet, Guillaumin et Cézanne. Il peint dans les environs de Paris, sur les bords de Seine, sur les bords de l'Oise, de la Marne, et fortement, comme tu le disais Robert, inspiré par Corot, avec qui il prend contact. Il est aussi attiré par Millet et ses scènes de la vie rurale. Son insoumission aux normes bourgeoises est marquée entre autres par le choix de sa compagne, une fille de paysan entrée au service de parents du peintre. Son père est scandalisé et lui coupe les vivres. Ils auront 8 enfants. Ça rappelle Millet un peu. Oui. La famille s'installe à Pontoise, puis à Louvciennes. Il fait la connaissance de Manet en 1866. Au cours de la guerre de 1870, étranger, chargé de famille, trop âgé, il se réfugie en Bretagne, puis à Londres auprès de Monet. Ils laissent tous deux leurs tableaux à Louvciennes, et ces derniers serviront d'ailleurs aux Prussiens de planche à débiter la viande, et seront pour la plupart détruits. Ouais, c'est bien des barbares, hein. Sur les bords de la Tamise, Pissarro découvre le travail de Constable, Turner et Bonington. Il retourne ensuite vivre à Pontoise après la guerre. Un moment important aussi dans l'histoire de l'art, la collaboration entre Pissarro et Cézanne, dont Cézanne le qualifie d'humble et colossal et dit « Pissarro fut un père pour moi, c'était un homme à consulter et quelque chose comme le bon Dieu ». 1874, première exposition impressionniste. Pissarro participera aux 8 expositions du groupe. Gauguin fait également partie de son cercle de disciples. Le travail de Pissarro évolue, des scènes de rue, de marché avec de nombreux personnages, des intérieurs avec des paysans s'ajoutent aux œuvres paysagistes. De sa rencontre avec Seurat, il adopte un moment le pointillisme. Voyage en Hollande et en Angleterre qui ranime son amour de la nature. Sa production picturale devient plus importante à partir de 1890. Il est alors peintre de la ville. Une maladie oculaire l'empêche effectivement de peindre en plein air. Donc il loue des chambres à Paris, Rouen, Dieppe ou Havre, à partir desquelles il peint des perspectives, des places, des fleuves et le progrès industriel. Donc peintre, mais aussi un peintre anarchiste. Ses dessins exécutés à Saint-Thomas et à Caracas montrent déjà sa sensibilité sociale et représentent les esclaves antillais, les Indiens et les Noirs. C'est un peintre qui lit Proudhon, et particulièrement du principe de l'art et sa destination sociale, centrée sur Courbet, qu'il rencontre dans les cafés parisiens, ainsi que le docteur Gachet, socialiste libre-penseur, peintre et graveur, médecin des communards qui soigne sa mère. Il lit également de la justice dans la Révolution. Pissarro a essayé de mettre sur pied des sociétés mutuelles pouvant organiser des expositions anti-académiques, sans jury, sans prix. Il a côtoyé le club de l'art social dans lesquels se retrouvent Rodin, Pouget, Jean Grave, Louise Michel. Il a exprimé ses opinions par la peinture en représentant dans une demi-douzaine de tableaux la maison de Maria de Resme, fondatrice de la Société pour l'amélioration de la femme, et la représentant elle-même dans son jardin sur une grande toile. Il correspond avec Lucien, son fils, peintre également, et sa correspondance sur une vingtaine d'années permet de reconstituer la pensée de Pissarro, comme ce passage. Luce m'a demandé si tu voulais, ensemble avec moi, ébaucher certaines idées anarchistes sur le rôle et le groupement que les artistes pourraient avoir dans un état anarchiste.
Indiquer par quelles idées le sens du travail des artistes, avec la liberté absolue, dans les entraves épouvantables de messieurs les capitalistes, amateurs, spéculateurs et marchands, le développement que subirait l'idée en art, l'amour du beau et la pureté des sensations. À Rouen en 1883, il lit Histoire de la caricature moderne, un ouvrage largement consacré à Daumier. Pissarro, qui l'admirait depuis longtemps, réalise un peu plus tard un album de 28 dessins à la plume intitulé Turpitude sociale. Plusieurs de ces dessins ont pour légende des phrases tirées de la révolte de Jean Grave et représentent d'une manière violente l'argent, la bourse, le capital, la religion, le patronat, l'esclavage, la misère, la faim et le suicide. On y note l'influence de Daumier et de Zola. L'espoir est représenté par une scène de barricade et un dessin où un vieux philosophe regarde se lever le soleil surmonté des lettres du mot anarchie. Donc cet album est une condamnation sans appel d'une société qui rejette les pauvres et les artistes. Pissarro n'est pas un homme violent, mais il comprend les raisons des attentats anarchistes. Et après l'assassinat du président Carnot par Caserio, comme Octave Mirbeau ou Bernard Lazare, il reste quelques mois en Belgique pour échapper à la répression. Il va y rencontrer Lysée Reclus, Émile Virarène. Son soutien moral et financier envers les victimes est important. Il aide les enfants d'anarchistes emprisonnés et Émile Pouget et les compagnons italiens en exil. Il éponge régulièrement les dettes des journaux, de Jean Grave, la révolte et les temps nouveaux. Voilà, donc à noter que malgré la reconnaissance actuelle de l'œuvre de Pissarro, beaucoup d'ouvrages ou d'articles ne parlent pas du tout de sa sensibilité anarchiste. Oui, ça fait tâche quand même, oui. Faut le dire. Ça, aujourd'hui, c'est un peu commun. Voilà, donc là, je me suis quand même aussi inspirée d'un article qui était sorti dans le hors-série du Monde libertaire pour le côté anarchiste de Pissarro, qui expliquait un petit peu toute sa vie, quoi. Comme quoi, le Monde libertaire peut aussi produire des articles sur les artistes ou sur l'art qui sont intéressants. Bon, Jean. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que les expos? On attaque avec les expos, on laisse tomber la petite. Parce que l'heure tourne et la mort vient. Et la mort vient, comme tu aimes à le répéter. Oui. La première, Piquet-Cou se chargera de la seconde exposition qui est en liaison avec son papier. La première, c'est D'une rive à l'autre, ou D'une rive l'autre, plus exactement, peintre anglais et français au 19e siècle. Ça, c'est à l'abbaye de Saint-Riquier, dans la baie de Somme. Le code postal, c'est 80-135 Saint-Riquier et c'est valable jusqu'au 23 septembre 2013. Bon, là, si vous voulez pas aller en buller jusqu'à Quimper, vous pouvez vous arrêter en baie de Somme. C'est quand même plus près. L'exposition est consacrée à l'eau comme source d'inspiration, dans cette époque riche en diversité esthétique des deux côtés de la Manche. De l'école du plein air au naturalisme, du romantisme au pointillisme. Dans ce voyage en une soixantaine d'œuvres, allant de l'intérieur des terres vers le rivage, de la mare stagnante vers la baie de Somme, du port vers la plage et de la falaise vers l'espace maritime, l'on ne voit ni les peintres, voilà qui va te faire plaisir Robert, l'on ne voit ni les peintres emblématiques de l'eau que furent les impressionnistes, ni de grands maîtres. Et l'on découvre des artistes que l'histoire de l'art du 19e siècle, focalisée sur l'impressionnisme, c'est le moins qu'on puisse dire, souvent négligé, avec cette halte dans la baie de Somme, là où le miroir mouvant de la mer se confond avec l'horizon, dans les variations infinies de la lumière du Nord. Oui, c'est pas tout gris le Nord. C'est pas tout gris, non. Voilà. Une façon de souligner que beaucoup de peintres, en tout cas à cette époque, furent d'abord des admirateurs des maîtres hollandais du XVIIe siècle, Robert. Ouais, c'est ça qui est déprimant dans l'histoire de l'art, c'est que parce que c'est toujours pareil, actuellement c'est l'art dit contemporain qui domine, qui ostracise tout le reste. Ça a été avant l'art abstrait, et là c'était l'impressionnisme qui foutait de côté pourtant des artistes qui méritaient d'être vus et d'être connus. Donc deuxième expo, Pissarro dans les ports, au Mouma, de boulevard Clémenceau, au Havre, jusqu'au 29 septembre 2013. Après la Somme, la Seine, c'est à l'occasion de 7 séjours successifs dans les ports de Rouen, de Dieppe et du Havre que Pissarro déclinera, depuis le même point de vue, des paysages aux ambiances tantôt lumineuses, pluvieuses ou brumeuses. L'exposition réunit pour la première fois une trentaine de toiles de cette série des ports, provenant pour la plupart de collections privées et publiques étrangères. Des œuvres d'Eugène Boudin complètent cet ensemble de vues portuaires impressionnistes.
Mais tandis que Pissarro achève sa série au seuil du XXe siècle, de jeunes artistes marchant dans ses pas et dans les mêmes lieux s'aventurent dans d'autres directions esthétiques. Un moment tenté par une approche encore plus réaliste et sociale, la couleur l'emporte finalement chez Raoul Dufy pour trouver son accomplissement en 1906 avec des premières œuvres fauves peintes au Havre et sur la côte normande. L'exposition s'achève donc avec ces œuvres presque contemporaines de celles de Pissarro qui permettent de mesurer l'importance de la rupture qui se produit lors des toutes premières années du XXe siècle. Ouais, et c'est peu de le dire. Peu de le dire. Et ça a été un peu trop même galvaudé, toutes ces histoires-là. Bon. Voilà, il te reste... Non, non. Non, tu veux pas nous faire un peu? Non, je vais simplement rappeler que la Fédération anarchiste, il y a 4 œuvres, la radio. On vous fait un appel au peuple tous les mardis. Aujourd'hui, ça va être un peu plus bref. Qui a besoin de vos sous? Carte d'auditeur, 20 €. Vous avez aussi la librairie Publico, pareil, fait appel à vos dons. Bon, surtout à vos visites à la librairie Publico, et comme vous l'a rappelé Jean, particulièrement samedi, il y aura un écrivain qui a coécrit un livre qui s'appelle, mon Jean, La deuxième droite. La deuxième droite, et qui sera présent, auquel vous pourrez poser des questions. Je vous rappelle que c'est toujours gratuit. Toutes les soirées Publico sont gratuites. Les anars, nous, on fait pas dans le commercial, on n'essaye pas de tirer de la thune de tout ce qu'on fait. On vous en demande, certes, mais c'est librement que vous pouvez la donner ou pas. Voilà. Et puis Le Monde Libertaire, le magazine de l'hebdo de la Fédération anarchiste, donc, comme son nom l'indique, qui paraît toutes les semaines, que vous avez en dépôt de presse à la librairie Publico et auquel vous pouvez vous abonner. On s'est même recommandé, parce que vous savez que pour les journaux, surtout maintenant, les journaux alternatifs ou révolutionnaires, c'est vraiment un socle sur lequel ils s'appuient pour pouvoir perdurer. Vous avez aussi le hors-série en dépôt de presse à la librairie Publico, et puis un quinzomadaire gratuit, toujours en dépôt de presse à la librairie Publico. Et puis, vous avez une maison d'édition qui fait partie des œuvres de la Fédération anarchiste. Ce sont les éditions du Monde Libertaire. Et un des derniers livres parus concerne une géographie et anarchie par Philippe Pelletier, qui écrit beaucoup de bouquins pour cette petite maison d'édition. Et qui, contrairement à la théorie marxiste qui préfère l'histoire ou l'économie, une logique commune relie la géographie et l'anarchie. Il ne s'agit pas de soumettre l'une à l'autre réciproquement, mais de réfléchir librement sur ce qui les anime et les rapproche. Une vision du monde et des peuples, la compréhension de l'ailleurs, la reconnaissance des besoins humains et des ressources, l'aménagement du territoire, la commune et le fédéralisme, la poésie et le paysage, le rapport à la nature et la confirmation avec l'écologie. Vous voyez, tout ça, l'écologie, tout ça et ces choses-là, qui sont très à la mode aujourd'hui, les anarchistes la pratiquent depuis longtemps. Et tout ça participe à la diffusion des idées, des projets libertaires au plus grand nombre. Voilà, on s'attache toujours à propager ces idées-là. Pour ce qui concerne la géographie, on avait notre camarade Élisée Reclus, qui était un très très grand géographe au 19e siècle, et c'est dans cette veine-là. Je pense que Philippe Pelletier doit être aussi géographe ou quelque chose comme ça. Voilà, en fait, il écrit des bouquins très documentés. C'est pas un zozo. Et tout ça aux éditions du Monde Libertaire. Et vous pouvez trouver ces bouquins, évidemment, à la librairie Publico. De quoi? À la librairie Publico. Il y a 2 autres rendez-vous aussi, donc à la librairie Publico. Il y a mercredi 4 septembre à 19h30. Un camarade anarchiste, membre de Bibliotheca Terra Livre, sera là pour témoigner, apporter une analyse anarchiste sur les soulèvements et manifestations au Brésil. Et vendredi 6 septembre à 19h30, une soirée vidéo, Orwell au cinéma, donc la projection du film de Ken Loach, Land and Freedom, qui est inspiré en partie du livre Hommage à la Catalogne de George Orwell. Donc, et je vous recommande ce film qui m'a fait chialer. Tout le film. Le bouquin est très très bien. Land and Freedom. Voilà. Ça n'arrive jamais. Ça. Non, jamais. Non. C'était à Utopia à Avignon, et il y avait ils étaient pas contents. C'est le public d'Utopia. Il faut pas faire de mousse, ni rire, ni pleurer, ni chanter. Non, il faut se taire. Je pensais que le cinéaste qui te ferait chialer n'était pas encore né, mais en fait, il est déjà mort. Juste une seconde, avant la fin du mois de septembre, on devrait
Fêter, mais on vous en dira plus mardi prochain. Fêter le 50e visiteur du blog, 50 millième, pardon. Ça a été cet été, dans le courant de l'été. Je sais pas quand exactement. Moi, j'ai pas vu ce miracle se produire. Voilà, on fera une fête à Bagnolet. On vous dira exactement quel jour. Ce sera un mardi. Hein. Ouais, voilà. Un soir d'émission. Voilà. Un soir d'émission. Et on voulait aussi faire un appel. Il y a un artiste qui se dit Fauché qui a appelé, qui semblait bien sympathique. Et s'il veut nous téléphoner, s'il veut prendre contact avec nous, on le recevra volontiers dans cette émission. Je pense que Jean ne sera pas compte, bien qu'il soit pas au courant. Mais bon, on le mettra au courant. On n'en sait pas plus que ça. Il a téléphoné il y a une quinzaine de jours. Ouais, voilà. Parce que ça nous a bien plu la manière dont il s'est présenté. Il n'a pas fait de mousse, il n'a pas insisté, il n'a pas déblatéré pendant 3 heures. Mais il a simplement dit que c'est un artiste Fauché, qu'il écoutait notre émission. Et voilà, s'il veut venir, on le recevra vraiment avec plaisir, non, Jean? Absolument. Bon. Sur Ribérol. C'était le jour où on a fait l'émission sur Paul Ribérol. Ouais, c'est ça. Bon. Salut. À la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Je vais terminer en mettant la chanson Le Havre de Jean-Roger Cossimon.